Les actes sonores de l'Observatoire Sésame. En mars 2021, Sésame a tenu un observatoire dédié aux élus de comités sociaux et économiques. Au sein de l'association Sésame, nous échangeons au quotidien avec des élus de CSE. Novices ou experts, ils partagent avec nous leur motivation à devenir et être élus. Et parfois aussi les difficultés qu'ils peuvent ressentir à habiter leur mandat. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les uns et les autres à s'engager ? Comment les élus vivent-ils leur mandat ? Comment gérer les crises ? À partir de ces différents questionnements, Sésame a proposé à ses auditeurs une série de conférences et de débats en ligne. Intervenants, élus et professionnels ont partagé leurs expériences et leurs réflexions. Ils nous ont proposé à cette occasion de nombreuses pistes pour mieux comprendre ce que c'est que d'être élu de CSE aujourd'hui. Retrouvons les temps forts de ces observatoires à travers 3 émissions sonores. Les actes sonores de l'Observatoire Sésame. L'élu de CSE et la crise. C'est le thème de cette émission à écouter en 3 chapitres, pour laquelle nous avons invité Sandrine Foulon, rédactrice en chef du site internet Alternative Économique, avec la participation de Arnaud Choisy, expert pour le cabinet Syndex. Chapitre 1. État des lieux du dialogue social et de l'emploi. Alors, je vous propose maintenant, sans plus tarder, de commencer cet échange avec Sandrine Foulon. Alors, Sandrine, est-ce que vous pouvez nous partager votre vision du rôle des représentants du personnel et votre vision de l'état du dialogue social dans les entreprises après cette année de crise sanitaire ? Bon, écoutez, bonjour à tous et merci de m'avoir invité à cette conférence, et merci aussi à Arnaud Choisy de Syndex de m'épauler sur les questions qui seront éventuellement plus techniques, parce que c'est vrai que moi, ce que je vais vous apporter ce matin, ce que je vais essayer de vous apporter ce matin, c'est plus un regard de journaliste, pas nécessairement un regard d'experte sur les questions de dialogue social. Mais voilà, je voulais déjà vous faire une photographie du dialogue social et de la situation des élus dans cette période de crise. Le dialogue social partait déjà avant la crise avec un handicap. C'est-à-dire que je reviens pas sur les conséquences de la fusion des IRP, des instances représentatives du personnel, avec une baisse des heures de délégation, des moyens des élus qui ont été reniés, la disparition des CHSCT. C'était déjà une grosse inquiétude avec la montée de tout ce qui est risques psychosociaux. Ça tombe vraiment très mal avec cette pandémie, et on a pas mal d'alertes du côté des médecins du travail quand on les interviewe, et puis évidemment une inquiétude qui est alimentée par la nouvelle réforme de la santé au travail. Ils ont le sentiment de pas nécessairement pouvoir répondre à tous ces enjeux. Pour les élus, c'est effectivement compliqué. Ce qui nous remonte, c'est qu'ils ont du mal à couvrir tous les sujets, à se former aussi à un nombre de thématiques qui est quand même assez considérable. Et donc, ce qu'on voit aussi, c'est que au niveau des accords, au niveau du dialogue social, on n'a pas nécessairement beaucoup d'accords de grande qualité, ou en tout cas innovants. Ce sont plus des accords de mise en conformité. Et ce qui ressort des enquêtes, des sondages qu'on voit passer, c'est qu'effectivement les employeurs sortent plutôt grands gagnants de cette fusion, de ces ordonnances de 2017, et que il n'y a pas, comme je le disais, des accords qui sont parfois, comme on a pu voir aussi par le passé, ça continue, mais il y en a certainement moins. Et puis dernier problème pour clôturer cette photographie très rapide du dialogue social avant la crise, déjà de nombreuses entreprises au 1er janvier 2020 n'étaient pas dotées d'un CSE. Mais là, j'en arrête là pour cette première petite photographie d'avant la crise. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la crise, et je crois qu'il y a un mot clé, c'est de dire que pour eux c'est une épreuve. Enfin, les élus sont soumis à rude épreuve, et c'est mon premier point, parce que leurs conditions de travail ont vraiment été extrêmement secouées. Alors, ce qu'on constate, et là, j'imagine qu'Arnaud connaît bien cette enquête, mais ça tombe très bien parce qu'il y a une enquête du Syndex, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais qui a été publiée le 18 mars, donc qui est toute récente. Et alors, ce qu'on voit globalement, c'est que il y a quand même un certain optimisme qui se dégage. Il y a 75% des représentants du personnel et 74% des salariés interrogés qui jugent quand même que la situation économique de leur entreprise est plutôt bonne. Effectivement, il y a un optimisme, mais il y a quand même une grosse fatigue, et je voulais insister là-dessus parce que effectivement, c'est aussi ce qu'on peut entendre quand on parle avec des représentants du personnel. On peut dire que c'est un corps social qui est encore une fois
fois soumis à rude épreuve. Alors, 62% des représentants du personnel se disent fatigués, 53% sont inquiets et 29% sont même en colère. Et il y a que vraiment 43% qui se disent déterminés et seulement 20% qui sont optimiste. Tout de suite, en début de crise, la question s'est posée de savoir comment l'instance pouvait continuer à fonctionner alors que la plupart des entreprises sont à l'arrêt ou que les salariés travaillent à distance. Mais il faut savoir que l'activité partielle, si elle suspend le contrat de travail, elle ne suspend pas le mandat du salarié élu. Concrètement, ça veut dire que les élus ont pu conserver leur liberté de circulation qui est d'ordre public. Mais évidemment, pour respecter les mesures sanitaires et pour limiter au maximum les déplacements, l'ordonnance du 1er avril 2020 est venue adapter les modalités de fonctionnement du CSE et elle a prévu à titre exceptionnel et temporaire que tout puisse se faire à distance ou en visioconférence ou en messagerie instantanée. Et puis bon, ça a été évidemment complexe, j'allais dire d'un point de vue technique, ne serait-ce que pour, par exemple, signer des accords pour conserver l'anonymat du vote. Voilà, il y a eu des choses qui ont été compliquées à mettre en œuvre. Mais ce qui est vraiment très complexe aussi pour les élus, c'est les changements incessants. C'est-à-dire que c'est vraiment extrêmement évolutif et c'est difficile pour eux de les intégrer. C'est un peu la même chose pour les DRH. Quand on interviewe des DRH, ils nous disaient sur toutes les ordonnances, mais j'y reviendrai plus tard, et sur tous les règlements, tous les protocoles sanitaires, les questions-réponses, ils s'appelaient entre eux pour savoir qu'est-ce que tu comprends, parce que c'était pas nécessairement évident. C'est une période qui a beaucoup fait travailler les juristes en tout cas. Et juste sur la question justement de la visioconférence. Par exemple, au départ, ça a été assez large. Les réunions ont pu se tenir. Il y a eu beaucoup de latitude, y compris, par exemple, pour faire des entretiens préalables au licenciement. Mais depuis, par exemple, l'ordonnance du 25 novembre, les élus peuvent s'opposer. Ça, c'est nouveau. Ils peuvent s'opposer aux réunions en visio si elles portent sur des licenciements économiques, sur la mise en place d'accords de performance collective, sur des accords de RCC, de rupture conventionnelle collective ou d'APLD. Voilà, c'est une nouveauté par rapport à ce que doivent vivre les élus au jour le jour. Et ce qui explique sans doute, et ça c'est un autre point de l'étude Syndex que je trouvais vraiment intéressant, c'est que les salariés comme les représentants soient particulièrement préoccupés par les répercussions de la crise sur les conditions de travail et sur les risques psychosociaux. Et là, je voulais vous faire une photo un peu plus alter écho. Quand vous discutez avec des économistes, et nous on a fait plein de papiers pour dire que ça allait être horrible, qu'il y aurait plein de faillites, d'une dégradation de l'emploi assez considérable. Et pour l'instant, ça arrive, mais c'est toujours pas là. On peut pas dire que ce soit flagrant. On reste évidemment dans une situation où il y a des filets de sécurité. On a à peu près 2 millions de salariés en activité partielle. Et évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est que dès lors qu'on va retirer tous ces filets de sécurité, on risque d'avoir des faillites. Alors, l'Unédic, par exemple, table sur 200 000 faillites en 2021. Et Éric Cueillère, un économiste de l'OFCE, nous dit que en fait, ce qui est aussi un peu compliqué, c'est que comme les entreprises ont fait pas mal de rétention d'emplois, il y a à peu près 200 000 emplois qui ont été conservés grâce à ces mesures. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais il n'y a pas que l'activité partielle, il y a les prêts garantis par l'État, il y a évidemment plein de choses qui ont été mises en œuvre. Et du coup, il y a 200 000 emplois qui ont été conservés, enfin c'est une estimation dans les entreprises, ce qui fait que quand il y aura un retour d'activité, les entreprises vont pas nécessairement embaucher. Donc voilà, je sais pas si Arnaud, vous voulez ajouter un point ? Si, quand même, sur la situation économique et les plans sociaux, les restructurations. Effectivement, nous, à Syndex, ce qu'on a vu, c'est une grosse vague de PSE, donc de plans sociaux au cours du deuxième semestre 2020, notamment à partir de la rentrée de septembre. On a eu pas mal de plans sociaux dans certains secteurs, notamment la distribution, les chaînes de distribution de vêtements. On a vu pas mal de licenciements dans ces secteurs-là en particulier. Et là, on s'attendait aussi à avoir une grosse vague de licenciements au premier trimestre 2021. Et en fait, on est un petit peu surpris parce qu'il y en a beaucoup moins que ce qu'on attendait.
On l'interprète comment ? On l'interprète tout simplement par ce que vous avez expliqué, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'entreprises et de secteurs qui sont un peu sous perfusion des aides d'État, notamment avec l'activité partielle. Et donc, peut-être que quand ces aides vont se terminer, il y aura une deuxième vague de licenciements qui va repartir. Mais pour l'instant, là, ça s'est calmé au premier trimestre 2021. Voilà, donc je voulais juste dire que pour terminer sur ce premier point, qu'évidemment il y a un rôle sur le plan de l'emploi, il y a un rôle aussi des élus par rapport à la formation. Il y a aujourd'hui, vous savez, un nouveau dispositif qui s'appelle Transition collective, qui est déployé depuis le 15 janvier 2021. C'est du travail encore supplémentaire pour les élus. C'est un dispositif qui permet d'anticiper les mutations économiques dans l'entreprise et ça permet des reconversions pour les salariés. Mais pour ça, encore une fois, il faut identifier les métiers qui sont fragilisés au sein de l'entreprise et l'employeur et les élus doivent conclure un accord de gestion des emplois et des parcours professionnels, ce qu'on appelle un GEPP. Mais je m'arrête là pour la première partie. Retrouvez la suite de la conférence de Sandrine Foulon dans le chapitre 2, l'impact de la crise sur le dialogue social et les CSE.